Le 28 août 2025, au lac Béguéra, un lâcher de poissons scelle une rupture politique. Un pays enclavé annonce 100 000 tonnes et plus de 200 millions de dollars. Et le récit décrit déjà des marchés, de Ouagadougou à Koudougou, où le poisson devient plus régulier. Que signifie pour le public cette idée de sécurité nationale par la nourriture répétée par Ibrahim Traoré? Quand l'eau manque, quand des pertes surviennent, et, et quand des intrants restent importés, tout peut basculer vite dans un sens ou l'autre, jusque dans les foyers et la confiance. Ce récit s'engage à suivre une logique simple, strictement tirée du contenu adverse. Quand l'assiette devient l'indicateur, la souveraineté cesse d'être un slogan. Le public comprendra l'enjeu en moins de 12 minutes. Il ne s'agit ni de glorifier, ni de condamner, mais d'observer comment une décision alimentaire se transforme en argument de sécurité nationale, puis en ayant un test quotidien sur les marchés et dans les foyers. À partir de là, 3 tensions, structure, trenture, tout. La promesse d'une offre plus régulière, le choc des sécheresses et des inondations, et la critique extérieure qui insiste sur l'infrastructure et l'environnement. Ibrahim Traoré apparaît comme point d'ancrage doctrinal, non pour ajouter des chiffres, mais pour relier le volume annoncé à une idée. Si la fin persiste, le reste perd son sens. Mais une seconde question, moins visible, s'ouvre déjà. Si des intrants et des équipements restent importés, où se déplace la dépendance? Et à quel moment la confiance peut-elle se fissurer sans bruit? Voici la bascule centrale, telle qu'elle est posée dans le contenu adverse. En quelques mois, une stratégie alimentaire a été élevée au rang de preuve politique, avec un volume annoncé de 100 000 tonnes de poissons et des recettes dépassant 200 millions de dollars. Ces chiffres ne sont pas présentés comme une performance agricole isolée, mais comme un signal de changement d'échelle, destiné à montrer que l'autosuffisance peut devenir visible, mesurable et quotidienne. Ibrahim Traoré est explicitement associé à cette lecture. Produire n'est pas un objectif en soi. Nourrir durablement devient la définition opérationnelle de la sécurité nationale. Pour comprendre ce basculement, le récit revient brièvement en arrière. Le Burkina Faso est écrit comme un pays enclavé, longtemps dépendant d'arrivages extérieurs, où l'alimentation quotidienne repose majoritairement sur les céréales et où le poisson reste irrégulier, parfois coûteux, parfois absent. Dans ce cadre, la dépendance n'est pas seulement logistique, elle est ressentie comme une fragilité politique et symbolique. Parler d'indépendance sans résoudre la faim, c'était salit, présenté comme une contradiction centrale. C'est là que la stratégie piscicole est formulée comme une rupture. Le poisson devient un levier parce qu'il touche à la protéine, à la santé et à la perception de dignité. Le récit insiste: «Oh, ce chose ne prétend pas abolir tous les risques mais déplacer la souveraineté vers quelque chose de vérifiable chaque jour, sur les étals et dans les repas familiaux». Ibrahim Traoré est alors cité comme porteur d'une idée simple et répétée. Routes, écoles et hôpitaux perdent leur sens si le ventre reste vide. Un moment précis cristallise cette logique. Le 28 août 2025, au bord du lac Béguéra, la cérémonie de lâcher de poisson est décrite comme une scène fondatrice, publique, assumée, où des millions d'alavins deviennent un message politique. Ce n'est pas un geste discret,
mais une mise en scène collective destinée à inscrire la politique alimentaire dans la mémoire nationale. La date, le lieu et la foule transforment une intention en événement. À partir de là, le récit élargit la focale. Les marchés de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou sont cités comme premiers indicateurs. Le poisson cesse d'être un produit exceptionnel pour devenir plus régulier. Cette évolution est présentée comme une preuve non chiffrée mais répétée, presque insistante, où la fréquence vaut mesure. Le changement n'est pas décrit comme uniforme, mais suffisamment visible pour modifier les attentes. Les acheteurs. Un microcas vient rendre cette bascule lisible sans discours technique. À Koudougou, une mère, Mariana, se souvient d'années où les repas étaient dominés par le maïs et le sorgho et où les protéines hadreen étaient rares. Puis, une scène simple. Ces enfants mangent du tilapia à frais. Et le sourire devient l'indice d'un déplacement plus vaste. Dans le récit adverse, cette image n'est pas décorative. Elle sert de thermomètre social, montrant comment une politique abstraite se traduit immédiatement dans un foyer. Ce premier tableau ferme une dette de curiosité. Le pari n'est pas d'abord maritime ou technologique. Il est sa sorte, il est symbolique et social. Un pays souvent associé à la pénurie choisit de redéfinir la souveraineté par la disponibilité alimentaire. La question qui reste ouverte à chaque aide directe. Si cette routine tient, elle change la définition même de la sécurité. Si elle se fragilise, la confiance collective peut vaciller tout aussi vite. Mariana n'est pas présentée comme une héroïne, mais comme un point de passage. À Koudougou, son récit sert de fil conducteur parce qu'il traduit une politique en gestes ordinaires. Avant, explique-t-elle, les repas étaient dominés par le maïs et le sorgho, et les protéines restaient rares, parfois absentes plusieurs jours. Le poisson apparaissait de façon irrégulière, souvent trop cher, parfois introuvable. Cette routine installait une fatigue silencieuse, faite d'habitude et de résignation. Le changement décrit n'a rien de spectaculaire pris isolément. Il commence par une fréquence. Le poisson arrive plus souvent. Il devient visible au marché. Il entre dans la cuisine sans être réservé à une occasion particulière. Pour les enfants de Mariana, le tilapia frais n'est pas présenté comme un luxe mais comme une nouveauté qui se répète. Le sourire noté dans le récit adverse n'est pas un détail émotionnel gratuit. Il signale une modification de l'attente quotidienne. Autour de ce foyer, les effets précoces s'étendent. Les marchés urbains cités, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Goudougou, sont décrits comme des baromètres. Le poisson y cesse d'être exceptionnel. Cette banalisation a une portée politique implicite. Quand un produit devient régulier, il cesse d'être perçu comme une faveur et commence à être vécu comme un droit. La dignité ressentie change de registre. Le récit souligne aussi la fragilité de ce basculement. Les premières mortalités de poissons liées au choc climatique provoquent immédiatement des inquiétudes. Les, les réunions de villages s'alourdissent. L'espoir, parce qu'il touche à la fin, se transforme vite en peur. Mariana redevient alors un indicateur inverse. Ce que son foyer gagne, il peut le perdre sans délai. Si la routine se brise, cette fonction de thermomètre social donne au personnage sa place. Elle ne prouve pas la durabilité, mais elle révèle l'enjeu réel. Ici, la souveraineté se lie à hauteur de table. Avant, le poisson arrivait surtout par des circuits extérieurs jugés incertains. Après,
Le récit adverse décrit un état qui décide d'en faire un levier intérieur, visible, assumé, quotidien. L'activation prend la forme d'un choix d'état, un programme revendiqué, une décision qui ne cherche pas d'abord l'approbation. La logique est posée simplement. L'indépendance n'a pas de sens si la fin demeure. Ibrahim Traoré est associé à cette idée directe, utilisée comme boussole politique plutôt que comme décor. Le 28 août 2025 fixe le point de départ public. Le lac Béguéra devient une scène. Une cérémonie rassemble des milliers de personnes, atteignent des personnes âgées, des enfants. Le geste central est décrit comme spectaculaire. Relâcher des poissons par millions sous la conduite du gouvernement pour transformer un symbole en promesse de repas. Ensuite, l'élan est raconté comme une propagation. Les marchés cités servent de repères concrets. Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, Amkeuga. Le poisson y change de statut, moins exceptionnel, plus présent, plus accessible. Cette banalisation vaut message politique, parce qu'elle transforme une ressource ordinaire en signe de souveraineté domestique. Mais la montée vers le point critique n'est pas linéaire, et les premiers chocs arrivent, et le récit les place au cœur du test. Sécheresse prolongée, vent pas asséchant, bestiaire soy labo essai du niveau haut des stocks, puis l'inverse brutal, pluies inhabituelles, inondations violentes. Ah, des poissons ne survivent pas, se prouvent pas. Là, l'inquiétude s'installe, précisément parce que le projet touche au ventre, donc à la peur la plus simple. C'est ici que le climax se construit, par une tension entre scepticisme extérieur et obstination intérieure. Des experts occidentaux et des organisations internationales avertissent. Ils pointent l'eau, ils pointent l'infrastructure, ils évoquent le transport, la distribution, l'environnement et l'idée d'un pari instable. En face, le récit adverse insiste sur une persévérance chaude ancrée dans les villages et les foyers. À ce moment, la dynamique se déplace vers l'action collective. Des femmes rejoignent des coopératives. Des agriculteurs apprennent à protéger et à entretenir. La communauté répare. La communauté recommence. L'effort est décrit comme une méthode. Ne pas attendre, mais enfin faire, même quand les pertes rendent la promesse plus fragile. Les répliques, enfin, sont présentées comme une série d'ajustements. Chercher des espèces plus adaptées, améliorer l'irrigation, construire de petits réservoirs, organiser des formations, développer la transformation avec du poisson séché et fumé pour réduire la vulnérabilité du tout frais. Le récit affirme que des signes positifs finissent par réapparaître sans, sans prétendre effacer les risques. Reste une question qui se resserre au fil de cette chronologie. Si l'accès aux poissons devient plus stable, que coûte réellement cette source autonomie et quelles dépendances nouvelles peuvent se cacher derrière les failles forts. Au point de départ, le récit adverse décrit une situation de référence claire, une offre de poissons largement dépendante d'arrivages extérieurs, irrégulière et ressentie comme fragile.
Après le basculement politique, la trajectoire annoncée change d'échelle. 100 000 tonnes de poissons produites au niveau national, présentées comme le passage du marginal au structurel. Cette variation sert de delta central, non pour clorer le débat, mais pour affirmer qu'un seuil a été franchi. Raté. Ce premier chiffre est immédiatement traduit socialement. Dans le récit, produire davantage signifie rendre la protéine plus fréquente dans les repas, réduire l'exceptionnel et installer une routine. Autrement dit, le volume n'est pas lu comme une performance technique, mais comme une probabilité accrue que l'assiette reste pleine plus souvent. C'est ce lien direct entre quantité et quotidien qui donne au nombre sa portée politique. Un second repère chiffré est avancé, plus de 200 millions de dollars de recettes. Là encore, la source insiste sur l'interprétation plutôt que sur la célébration. Cette somme suggère des revenus, donc des marges d'action au-delà du symbole. Elle permet d'argumenter que la pisciculture c'est pas seulement un geste de subsistance, mais un secteur économique capable de financer des ajustements, des formations et des infrastructures légères. La valeur monétaire devient ainsi un indicateur de capacité d'adaptation. Le troisième repère, non financier mais tout aussi structurant, est la date du 28 août 2025. Elle sert de point d'ancrage temporel, transformant une politique en événement public. Dans le récit adverse, cette date permet de dire ce qui est compté n'est pas caché, ce qui est revendiqué est assumé. La preuve n'est donc pas uniquement statistique, elle est aussi narrative, encastrée dans une scène collective. Ces trois mesures, volume, valeur, date, forment un faisceau. Aucune ne démontre à elle seule la durabilité. Ensemble, elles organisent l'argument. Ce n'est plus un test discret, mais une orientation nationale. Ibrahim Traoré est mobilisé à cet endroit précis pour relier ses indicateurs à une doctrine. Le chiffre n'est pas une fin. Il doit servir une définition. La sécurité nationale commence quand la fin recule de façon tangible. Le récit complète ces données par des preuves de terrain répétées. Moins de dépendance aux arrivages du Ghana ou de la Côte d'Ivoire, décrits comme un incertain. Des marchés où le poisson cesse d'être un luxe. Une élasticité sociale qui change. Ce qui était rare devient accessible puis normal. Ici, la répétition vaut mesure. La fréquence observable remplace l'indicateur absent, mais la source n'évacue pas les contre-indicateurs. Sécheresse prolongée, baisse du niveau de l'eau, puis pluie violente et inondation. Des pertes visibles. Ces chocs sont intégrés comme des tests réels. La lecture quantitative ne s'arrête donc pas au volume produit, elle inclut la capacité à absorber des pertes sans effondrement immédiat de l'offre. À ce stade, la preuve change de nature. Il ne s'agit plus seulement de compter ce qui sort des étangs, mais de mesurer la résilience du système. La transformation, poissons séchés, dépassés et fumés, apparaît comme une seconde ligne de défense chiffrée implicitement en jours ou en semaines de stabilité supplémentaire, même si aucun nombre précis n'est donné. Ainsi, le raisonnement quantitatif du récit adverse suit une logique progressive. Annoncer un delta, traduire ce delta en effets sociaux, puis ça va tester sa résistance au choc. La question qui reste ouverte est volontairement simple. Ces indicateurs suffisent-ils à maintenir la confiance quand l'eau manque et que les intrants restent partiellement importés? La critique la plus solide, telle qu'elle est formulée dans le contenu adverse,
commence par l'eau. Les sceptiques rappellent qu'une pisciculture à grande échelle exige une ressource rare dans un environnement sahélien marqué par de longues saisons sèches. Ils soulignent la baisse des niveaux des lacs peu profonds, l'irrégularité des pluies et le risque qu'un système aquacole ne tienne pas sans une disponibilité constante. Dans cette lecture, une cérémonie ou une volonté politique ne suffisent pas à stabiliser un écosystème. Un second argument critique porte sur l'infrastructure. Produire davantage ne garantit pas que le poisson atteigne le marché dans de bonnes conditions. Transport fragile, distribution incomplète, installation insuffisante. Le récit adverse prête aux organisations internationales et aux experts occidentaux l'idée qu'une partie de l'offre peut se perdre entre l'étang et l'assiette. À cela s'ajoute un risque environnemental. Une pression accrue sur l'eau pourrait dépasser le secteur piscicole et affecter l'équilibre local. Le troisième volet critique était formulé de manière tout aussi rigoureuse. Même si la production augmente, une nouvelle dépendance peut apparaître. Le récit mentionne explicitement l'alimentation pour poissons et certains équipements qui restent importés. Selon cette analyse, l'autonomie alimentaire pourrait masquer une vulnérabilité différente. Exposition aux ruptures des chaînes mondiales, hausse des coûts exarnes et fragilité face aux aléas géopolitiques. La dépendance ne disparaît pas, elle se déplace. La réponse, dans le même récit, ne nie pas ces objections. Elle les absorbe. D'abord par l'argument de l'apprentissage. Formation, ajustement progressif, recherche d'espèces plus adaptées au contexte sahélien. Ensuite par l'argument de la diversification des pratiques, amélioration de l'irrigation, construction de petits réservoirs et multiplication des points de production pour éviter une concentration excessive du risque. Un autre élément de réponse repose sur la transformation. Le poisson séché et fumé est présenté comme une solution pragmatique pour réduire la vulnérabilité du tout frais. Lorsque l'eau, le transport ou la saison perturbe l'offre immédiate, la conservation devient une assurance imparfaite mais réelle. Elle n'abolit pas les pertes, mais elle amortit les chocs. Enfin, le récit met en avant une gouvernance sociale, coopérative, participation accrue des femmes, mobilisation communautaire et même implication de l'appareil public dans la protection et l'entretien des infrastructures. Ibrahim Traoré apparaît ici comme point d'ancrage doctrinal, non pour trancher le débat par un chiffre, mais pour affirmer que la durabilité se juge à la capacité de maintenir des repas plus complets, malgré les critiques et les chocs. Ainsi, la confrontation ne se résout pas par un verdict immédiat. Elle se structure comme un pari encadré. Reconnaître les risques, multiplier les lignes de défense et accepter que la viabilité soit une trajectoire plutôt qu'un d'état figé. Ce point médian du récit inverse légèrement la focale. Jusqu'ici, le poisson apparaissait comme une réponse à la faim et ça, et Janeras, Emma, à ce façon, à la dépendance alimentaire. Désormais, le contenu adverse introduit une question moins visible. Produire localement peut réduire une dépendance tout en créant une autre. L'autonomie n'est pas un interrupteur, c'est une chaîne. Le détail, souvent relégué en arrière-plan, concerne les intrants. L'alimentation pour poissons, certains équipements techniques
et une partie du savoir-faire reste à cela liée à des circuits extérieurs. Le récit ne dramatise pas cette réalité, mais il l'énonce clairement. Si ces maillons se fragilisent, la souveraineté alimentaire peut se fissurer sans bruit. La dépendance change de visage, mais elle ne disparaît pas mécaniquement. C'est ici que la stratégie s'est repositionnée. Il ne s'agit plus seulement de faire nager des poissons, mais de sécuriser tout ce qui permet au système de tenir quand l'eau baisse, quand les inondations refluent, ça frappe ou quand les amis selon les approvisionnements se tendent, le poisson reste l'indicateur visible. L'architecture invisible devient le champ de bataille réel. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré sert de point de cohérence. Il ne vient pas ajouter un chiffre ou une promesse, mais relier deux niveaux. L'assiette comme mesure finale et les intrants comme vulnérabilité potentielle. La question centrale se resserre alors. À quel endroit précis la souveraineté peut-elle se déplacer sans être immédiatement perçue? Ce basculement prépare la suite. Si la première bataille portait sur sur l'accès à la nourriture, la seconde porte sur la solidité du système qui rend cet accès possible. Et c'est à ce niveau chaud que les conséquences concrètes commencent à diverger selon les acteurs. Les conséquences pratiques de cette stratégie se lisent différemment selon les acteurs, et le récit adverse les organise en quatre groupes distincts, sans chercher l'uniformité. Pour l'État, l'effet immédiat est une transformation de la légitimité, une politique alimentaire visible sur les marchés et dans les foyers donne un contenu concret à un discours de souveraineté. La cérémonie du lac, les volumes annoncés et la présence accrue du poisson créent une scène de gouvernance quotidienne. Mais cette visibilité accroît aussi la charge de preuve. Chaque sécheresse, chaque inondation, chaque perte de production oblige l'appareil public à démontrer sa capacité d'adaptation. La réussite, ne peut plus être déclarative, elle doit se maintenir dans la durée. Pour les acteurs économiques, la conséquence se joue dans la chaîne de valeur. Le récit mentionne production, transformation et distribution comme un ensemble cohérent. Les installations de séchage et de fumage sont présentées comme des réponses aux aléas de l'homme des eaux et du transport, ouvrant des perspectives de revenus plus stables. Toutefois, la dépendance partielle aux aliments pour poissons et à certains équipements importés demeure une vulnérabilité. Le secteur gagne en poids, mais il reste exposé aux ruptures externes. Pour les ménages, l'impact est décrit en termes de normalisation. Le poisson cesse d'être un luxe réservé à des moments particuliers pour devenir plus fréquent dans les repas. L'exemple de Mariana sert encore de jauge. Des assiettes plus complètes améliorent la santé perçue, l'énergie et la dignité ressentie. En parallèle, l'angoisse reste latente. Quand l'eau baisse ou que des poissons meurent, l'espoir peut se retourner rapidement en en inquiétude, précisément parce que la promesse touche à la fin. À l'échelle régionale, le récit avance un repositionnement symbolique. Réduire la dépendance à certains arrivages extérieurs et revendiquer un modèle d'autosuffisance alimentaire place le Burkina Faso dans une posture d'exemple potentiel. Mais cette affirmation se heurte à un contexte sahélien décrit comme hostile.
Les risques climatiques permanents rendent chaque succès contestable sur la durée, et la controverse internationale continue d'influencer la perception extérieure. Ces quatre lectures convergent vers un même constat. La stratégie ne produit pas un effet unique, mais une redistribution des attentes et des risques. Ibrahim Traoré est placé au centre de cette convergence comme garant d'une définition simple. La sécurité nationale se mesure à la capacité de maintenir des repas stables pour l'État comme pour les foyers, malgré les chocs. Ouais. Et si, dans 6 à 12 mois, la question décisive n'était pas le volume annoncé, mais le point précis où la confiance casse silencieusement quand l'eau, les intrants et la gouvernance tirent chacun de leur côté. Dans une hypothèse de base, si les ajustements décriraient se poursuivent, formation coopérative, transformation en produits conservés, amélioration de l'irrigation et petits réservoirs, alors l'offre peut rester suffisamment stable pour préserver l'effet le plus visible. Ça tape un poisson plus fréquent sur les marchés cités et des repas plus complets dans certains foyers. Mais si la saison sèche s'allonge et que des inondations reviennent par à coup, le système peut osciller. À terme, on verrait des phases de progrès suivies de recul sans effondrement total, mais avec une fatigue sociale accrue. L'État serait contraint de prouver encore et encore que l'effort vaut le coup, non par des scènes fondatrices, mais par une continuité sans rupture. Dans une hypothèse plus favorable, si la recherche d'aliments pour poissons issus de ressources locales avance, si des espèces plus adaptées au contexte sahélien gagnent du terrain, et si la transformation, séchage, fumage, traitement réduit la vulnérabilité du tout frais, alors l'autonomie peut s'épaissir. La dépendance aux intrants importés diminuerait et l'argument de souveraineté deviendrait plus robuste, parce qu'il reposerait sur une chaîne plus complète et plus locale. Les coopératives, en particulier, joueraient un rôle d'amortisseur. Elles diffusent des pratiques, stabilisent des routines et maintiennent une discipline collective quand les chocs climatiques frappent. Dans ce cas, la doctrine attribuée à Ibrahim Traoré, juger la politique à l'assiette, trouverait une preuve plus difficile à contester, car elle tiendrait sur plusieurs maillons, pas sur un seul. Dans une hypothèse plus défavorable, si la pénurie d'eau s'aggrave, si la gestion manque de transparence, ou si les intrants importés deviennent plus difficiles à obtenir, alors la fissure peut apparaître au pire à soi endroit. La confiance. Si l'assiette redevient incertaine, le symbole se retourne. La controverse internationale gagnerait en prise et le doute interne deviendrait plus coûteux à contenir, parce qu'il s'ancrerait dans des expériences quotidiennes, pas dans des débats abstraits. Une règle de lecture ressort du contenu adverse. Suivre une chaîne Siki, les IA cassés. Alors, ouais, s'il est obèse, alors quelle ligne de défense? Si les intrants manquent, alors quelle substitution? Si la confiance fléchit, alors quel mécanisme de transparence? À ce stade, le contenu adverse propose une passerelle vers le public sans ajouter de faits nouveaux. Il invite à regarder une politique comme on regarde une routine. Quand un aliment cesse d'être exceptionnel et devient plus fréquent, le changement ne se mesure pas seulement en tonnes
ou en dollars, mais en stabilité perçue. Le foyer devient un capteur. L'assiette dit si la promesse tient et la régularité dit si elle résiste au choc. Au choc. Pour un ménage, l'impact le plus immédiat est la réduction de l'inquiétude quotidienne. Un repas plus complet n'est pas seulement l'amélioration nutritionnelle. Il modifie l'énergie, l'humeur et la sensation de dignité. Mais le récit insiste aussi sur l'envers. Dès que l'eau baisse, que la mortalité apparaît, l'angoisse revient vite parce que la promesse touche au besoin le plus élémentaire. La confiance, ici, n'est pas une opinion. C'est un réflexe qui suit la continuité des repas. Pour celles et ceux qui travaillent autour de la chaîne, l'histoire met en avant une logique universelle: produire, transformer, distribuer. Quand le frais devient fragile, la conservation, bah, c'est séchage, fumage, est décrite comme une assurance pratique. Elle ne supprime pas les pertes, mais elle amortit les ruptures en permettant à l'offre de survivre aux aléas du transport et des saisons. Le récit suggère ainsi un principe transposable. On stabilise une promesse en multipliant les formes d'accès, pas en misant sur un seul chemin. Pour une communauté, l'effet est social autant que matériel. Coopérative, c'est formation, participation accrue des femmes, etc. Ces éléments sont présentés comme des mécanismes de discipline collective. Ils répartissent la responsabilité et réduisent la dépendance à un acteur unique, ce qui compte particulièrement quand la critique extérieure s'intensifie. Deux gestes prudents ressortent soit sans moralisation. Observer où la dépendance se déplace plutôt que croire qu'elle disparaît. Suivre la confiance comme un indicateur aussi important que la production, parce qu'elle se construit lentement et se perd rapidement. La feuille de route proposée par le contenu adverse se structure en étapes concrètes, pensées pour protéger l'assiette contre deux adversaires récurrents: le climat et la dépendance cachée. D'abord, du côté des communautés et des coopératives, il vaut préciser qui fait quoi au quotidien doit être clarifié. Les femmes et les agriculteurs, déjà décrits comme moteurs, s'organisent la production, la protection des étangs et la première transformation. Concrètement, cela se situe dans le continu, avec des cycles courts de formation. Et pour le suivre, on peut regarder la régularité des sorties de production, participation aux formations et continuité des activités malgré les chocs. Ensuite, du côté des techniciens et de l'expertise locale, l'objectif est d'ajuster les espèces et les pratiques pour réduire la mortalité. Concrètement, cela se situe avant et après chaque saison critique. Et pour le suivre, on peut regarder les pertes visibles après sécheresse ou inondation, observer localement et capacité à redémarrer sans délai prolongé. Puis, du côté de l'État et des infrastructures légères, il s'agit de sécuriser l'eau sans lourdeur excessive. Petits réservoirs, irrigation améliorée, entretien des sites. Concrètement, cela se situe prioritairement avant la saison sèche. Et pour le suivre, on peut regarder le maintien d'un niveau d'eau utilisable sur une période plus longue, sans rupture brutale. En parallèle, du côté de la chaîne de valeur et de la transformation, il faut réduire la fragilité du tout frais. Séchage, fumage, installation de traitement. Concrètement, cela se situe en parallèle de l'augmentation de l'offre. Et pour le suivre, on peut regarder la disponibilité de produits conservés sur les marchés cités, même en période difficile. Enfin, du côté de la transparence et de la confiance, il faut traiter le risque interne. Règles claires de gestion, partage des revenus, visibilité des décisions. Concrètement,
cela se situe en permanence. Et pour le suivre, on peut regarder la perception publique d'équité et absence de ruptures inexpliquées. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré sert de point d'alignement. Si la souveraineté se juge à la table, chaque étape doit renforcer la continuité des repas, pas seulement l'annonce des volumes. La réussite se lie alors dans la capacité à tenir même quand les conditions se dégradent. Le récit adverse revient, pour conclure l'arc émotionnel, à une image déjà posée plus tôt. Une table, un foyer et un repas qui changent de statut. Mariana n'est toujours pas une héroïne. Elle reste un miroir. Elle se souvient d'une période où les céréales dominaient chaque assiette, où les protéines étaient rares et où la faim s'installait le soir comme une habitude. Puis, sans scène spectaculaire, le poisson devient plus fréquent et l'indépendance cesse d'être un- un mot lointain pour devenir une sensation concrète. C'est ici que la controverse prend une forme plus humaine. Les critiques parlent d'eau, d'infrastructures, d'environnement, d'intrants importés. Le récit, lui, répond par l'endurance. Apprendre, s'adapter, transformer, recommencer. Entre ces deux registres, Sheikh Ibrahim Traoré est utilisé comme rappel d'une doctrine simple, répétée sans emphase. Si le peuple a faim, tout le reste perd son sens. La phrase qui s'impose n'a rien d'un slogan. Elle tient à sa hauteur d'assiette, là où les symboles deviennent mesurables. Sans repas stable, la souveraineté s'effrite. Ce retour au foyer ferme la boucle ouverte au début. La politique redevient quotidienne. Et c'est peut-être à cet endroit précis que ce projet accepte d'être jugé, loin des cérémonies et des chiffres. La dernière invitation du récit n'est pas un appel à l'adhésion, mais à la discussion. L'histoire du poisson n'est ni une fable héroïque, ni une démonstration technique close. Elle fonctionne comme un symbole social, puis comme un test collectif, ce qui, au promis, doit se vérifier. Repas après repas, saison après saison. À ce niveau, Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à une décision politique, mais à une définition mise à l'épreuve. La souveraineté ne se proclame pas uniquement dans un discours ou une cérémonie. Elle se confirme quand une routine résiste au choc, quand la confiance ne se rompt pas au premier revers et quand les dépendances déplacées sont reconnues plutôt que niées. Le récit laisse alors une responsabilité au public. Observer sans caricature, suivre les causes et les effets, distinguer le symbole de sa durabilité réelle, et accepter que certaines réponses ne soient ni immédiates ni définitives. La question finale reste volontairement ouverte. Selon vous, l'indépendance la plus honnête est-elle celle qui se déclare ou celle qui se vérifie à chaque repas?